Nous sommes donc samedi matin 23 mai 2026. On va prendre un café ensemble, on va respirer un grand coup et on va essayer de comprendre ce qui vient de se passer cette semaine. Parce que franchement, il vient de se passer un truc bizarre, pour ne pas dire plusieurs trucs bizarres. Imaginez un petit peu la scène, hein. Nous sommes vendredi soir à New York, le Dow Jones vient de signer un nouveau plus haut historique à 50 585 points. Nouveau record historique sur les écrans de Times Square, le ticker clignote vert et les traders se tapent dans les mains. On retiendra quand même que le Dow Jones c'est 30 titres et dont la plupart, tout le monde se contrefout le reste de l'année. Mais là, comme c'est un nouveau record, il faut quand même bomber le torse et faire les malins un maximum. Si NBC déroule sa musique d'introduction triomphante, vous savez, celle qui ressemble un peu à une fanfare de championnat de baseball, champagne, confetti, les analystes déclarent que le marché montre ses muscles. Et pendant ce temps-là, dans la même journée, Walmart se fait défoncer la gueule parce que le management vient d'avouer que le consommateur américain est étranglé par l'inflation. Les minutes du FOMC meeting publiées cette semaine, mercredi soir, évoquent la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt. Nvidia, qui a publié des résultats spectaculaires, se fait pourtant accuser de financer ses propres clients pour qu'ils lui rachètent ses propres puces dans un schéma qui sont furieusement à la fin de partie. D'ailleurs, depuis les chiffres de mercredi soir, le titre est en baisse. Pourtant, les chiffres étaient bons pour ne pas dire excellents, mais on ne peut plus aller en avant. Pour l'instant, en tous les cas, connaissance marché, la hype devrait reprendre bientôt, mais pour l'instant, on a besoin de faire un tout petit peu le point, ça tombe bien, et c'est le week-end. Le pétrole est à 96 $ et des poussières, en tout cas à l'heure où je vous parle, ce que l'on qualifie aujourd'hui de bon marché, parce qu'il est à 110 en début de mois, et effectivement, oui, et c'est meilleur marché en relatif, mais j'ai quand même payé plus de 2 balles le litre pour faire plein de mon V8 hier. Et pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz est toujours fermé depuis maintenant 11 semaines, mais l'Iran négocie avec Oman pour y installer un système de péage permanent, comme si on parlait de l'autoroute du soleil entre Lyon et Marseille au mois d'août. Et puis donc au milieu de tout ça, le Dow Jones bat des records. Voilà, c'est ça la finance moderne de mai 2026. Bienvenue sur le pont du Titanic, l'orchestre est en feu, le DJ passe Daft Punk et tout le monde danse en se disant que c'est pas vraiment un iceberg qu'on a devant nous, c'est juste un gros glaçon. Aujourd'hui, on va décortiquer cette semaine parce que sous le vernis du record, il y a quand même 6 ou 7 histoires qui méritent qu'on prenne un peu le temps de s'y arrêter. Cette histoire qui, mise bout à bout, raconte l'état exact du cerveau collectif des investisseurs en 2026. Un cerveau qui a vu trop de choses, qui ne croit plus en rien, mais qui achète quand même parce que sinon, on s'ennuie. Allez, hop, on y va. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 23 mai 2026, je suis Thomas Veillet, et parfois je me dis que ça fait 35 ans que je barbote dans les salles de training, et malgré tout ça, j'y comprends rien. Enfin, parfois pas plus qu'il y a 35 ans. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le sujet numéro 1 de la semaine, c'est bien sûr le conflit USA-Iran et c'est probablement le sujet le plus surréaliste à raconter parce que ça fait 11 semaines que ça dure et qu'on a l'impression d'être dans une série Netflix dont les scénaristes auraient été virés au milieu de la saison 2. Récapitulons. Lundi matin, le marché ouvre dans une ambiance moyenne. Trump annonce qu'il a renoncé à une attaque contre l'Iran prévue le mardi. Apparemment, ce sont les dirigeants des pays du Golfe qui le lui ont demandé gentiment, ce qui en dit long sur l'état de l'influence américaine au Moyen-Orient en ce moment. Mais il prévient quand même qu'il est prêt à lancer une attaque totale à grande échelle si nécessaire. Voilà, donc lundi matin, on commence dans du Trump très classique. On s'aime très fort et on est prêt à faire des compromis, mais en même temps, si tu fais pas ce que je te dis, je te pète la gueule. Mardi, Trump parle de négociations sérieuses, le marché applaudit, les actions montent un peu, le pétrole baisse un peu, on respire. C'est tellement facile que les posts sur les réseaux sociaux sont devenus plus importants que les publications macroéconomiques officielles et les déclarations de la Fed. Mercredi, Trump déclare que les pourparlers sont entrés dans leur dernière phase, mais qu'il n'est pas pressé de signer. Phrase typiquement trumpienne qui veut tout dire et son contraire en même temps. C'est un peu comme quand vous dites à votre conjoint « Ah, j'ai vraiment envie de faire des efforts pour notre couple, mais bon, on verra, hein, pas tout de suite. » Pendant ce temps-là, un pétrolier sud-coréen, l'Universal Winner, ça s'invente pas, sort du détroit d'Ormuz, 2 navires chinois auraient déjà fait le voyage, donc en gros,
Le détroit n'est pas vraiment fermé, c'est plus une fermeture à géométrie variable. Si vous êtes coréen ou chinois, eh bien vous passez. Si vous êtes occidental, vous attendez. Bienvenue dans le nouveau monde multipolaire géré par une bande de cinglés d'un côté comme de l'autre, et avec les bourses mondiales qui bavent devant les déclarations officielles faites sur des réseaux sociaux gérés par l'intelligence artificielle. Jeudi, gros titre, le chef de l'armée pakistanaise, Azim Mounir, s'envole pour Téhéran pour servir de médiateur. Un média saoudien, vous savez, ses sources d'une fiabilité absolue, évoque un possible cessez-le-feu. Marco Rubio dit qu'il y a des progrès. Tout le monde s'embrasse, le Dow Jones explose à la hausse, champagne et record, sauf qu'en parallèle, le guide suprême iranien ordonne que l'uranium enrichi reste en Iran. Trump, lui, déclare aux journalistes à la Maison-Blanche avec son tact habituel « Nous les obtiendrons, nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas, nous les détruirons probablement après les avoir récupérés. » Le mec gère un dossier nucléaire comme on règle une histoire de tondeuse à gazon entre voisins. Et Téhéran annonce qu'il négocie avec Oman pour installer un système de péage permanent dans le détroit d'Ormuz, un péage permanent. L'Iran veut donc transformer Ormuz en autoroute payante. Marco Rubio, vendredi, refuse catégoriquement, évidemment, mais l'idée a été lancée. Et c'est ça, en 2026, le futur de la régulation des hydrocarbures. Un péage iranien dans un détroit où passe 1/5 du pétrole mondial. On vit donc une époque absolument formidable et surtout, on n'a toujours pas d'accord de paix. Mais c'est pas grave, ça se rapproche à la vitesse grand V et les Iraniens se foutent ouvertement de la gueule de Donald Trump. Donc vendredi soir, en bouclant la semaine, où est-ce qu'on en est exactement ? Eh ben on en est nulle part exactement. La guerre n'est ni finie, ni en train de finir, les positions sont incompatibles, Trump veut récupérer l'uranium, l'Iran refuse de le rendre, le détroit est officiellement fermé, mais des tankers passent quand même, le pétrole est à 96,60, mais c'est pas cher. C'est toujours 48% au-dessus des prix d'avant-guerre, mais c'est pas cher. En tout cas, ça se sent à peine sur l'inflation, à peine. Et pourtant, le marché action célèbre. Pourquoi ? Eh bien parce que le marché, il veut y croire. Le marché s'accroche au scénario du dénouement comme un enfant s'accroche à la jambe de sa mère le matin de la rentrée scolaire. Et tant qu'il y a une jambe à attraper, il s'accroche le bouc, il s'accroche, peu importe la réalité. Bon, maintenant, on va parler du sujet le plus important de la semaine. Le plus important, pas le plus visible, pas le plus sexy, mais celui qui devrait faire trembler tout le monde. Et qui, comme par hasard, est passé quasiment inaperçu. Les taux d'intérêt américains. Bien sûr, lundi soir, le 10 ans grimpe à 4,60. Avant le début du conflit en Iran, il était à 3,94. Ça veut dire que le coût d'emprunt à long terme des États-Unis a déjà bondi de 70 points de base en 3 mois. C'est énorme, mais le pire arrive mardi. Mardi, le 30 ans a atteint 5,18, plus haut depuis 2007. Oui, vous m'avez bien entendu, depuis 2007. Le 10 ans grimpe à 4,67, plus haut depuis 2025, mais surtout dans un mouvement intraday d'une violence qu'on voit rarement sur le marché obligataire. Et tout ça pendant que les actions s'en foutent totalement parce qu'il y a l'IA et que l'IA, vous avouerez, c'est quand même trop cool. Ce qui se passe sur le marché obligataire en mai 2026, c'est ce qui se passe quand l'inflation revient et que les créanciers commencent à demander une prime de risque. Le pétrole est à plus ou moins $100 depuis des semaines, l'inflation d'avril a accéléré aux États-Unis, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées par la fermeture d'Ormuz et les créanciers se disent attendez voir là, on doit prêter à 4% du 30 ans dans un monde où l'inflation veut redécoller à 4, 4,5, voire 5%. Vous me prenez pour un con, bien. Et donc, ils exigent du rendement, plus de rendement, et plus le rendement monte, plus le coût d'emprunt monte pour tout le monde. Pour les ménages qui achètent une maison, pour les entreprises qui empruntent pour investir, pour les États qui financent leur déficit, c'est le frein hydraulique de l'économie qui se serre tout doucement. Et personne ne le sent encore parce que les actions battent des records. Mercredi, les minutes du FOMC meeting tombent et là, l'effet d'enfumage géopolitique a parfaitement fonctionné parce que ces minutes ont été publiées au moment où tout le monde regardait l'Iran. Or, ces minutes disent quelque chose d'absolument capital. Une majorité des membres du comité s'éloignent désormais de l'idée d'une baisse des taux. Et certains sont même carrément ouverts à l'idée d'une hausse des taux. Une hausse des taux en 2026. Alors qu'on était censé vivre dans un monde où la Fed allait nous baisser les taux jusqu'à 0 pour sauver l'économie de la récession qu'on nous promet depuis 2022. Le marché obligataire l'a entendu. Le marché obligataire a vu le 2 ans repartir à la hausse cette semaine à 4,07 pendant que le 10 ans se détendait à 4,57. Quand le court terme monte alors que le long terme baisse, ça veut dire une chose. Les investisseurs craignent que la Fed serre la vis à court terme. Mais encore une fois, les actions ne baissent pas parce que le rendement du 10 ans se détend.
Les gars se foutent totalement des rendements du 10 ans quand ils montent et utilisent la baisse pour justifier la hausse et les records du Dow Jones. C'est tout simplement phénoménal. Vendredi, Kevin Warsh a prêté serment à la Maison-Blanche en tant que nouveau président de la Fed. Vous vous souvenez, l'ami de Trump, ce mec qu'on a placé là parce qu'il était censé baisser les taux pour faire plaisir au patron? Eh ben, il arrive dans un contexte où la Fed parle de les remonter. Bonne chance pour la cohabitation, Kevin. Tu vas devoir choisir entre ton indépendance institutionnelle et ton avenir politique. Et accessoirement, on aimerait bien que tu n'exploses pas le marché obligataire au passage. Et alors là, vous me direz, oui mais Thomas, tout ça c'est bien beau, mais si les taux montent autant, pourquoi les actions montent? Excellente question. Et la réponse, c'est qu'on n'en sait rien. Ou plutôt, si, on en sait quelque chose. Les actions montent parce que le narratif IA est suffisamment puissant pour absorber, pour le moment, le coup de marteau obligataire. Mais comme le rappelait une vedette de Wall Street cette semaine, historiquement, les marchés ont eu du mal à maintenir des valorisations élevées dans des environnements où les taux d'emprunt augmentent fortement. Traduction, à un moment ou à un autre, ça pète. La question, c'est juste de savoir quand. Parlons maintenant de notre ami Nvidia. Mercredi soir, le mastodonte a publié ses résultats. J'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet au milieu de la nuit de mercredi à jeudi sur le Morning Bull Live. Vous le savez, vous étiez là. 58,3 milliards de dollars de bénéfices nets sur un trimestre, triplé en un an, plus 211% en une année, chiffre d'affaires à 80,6 milliards, en hausse de 85% sur un an. Jensen Huang explique que l'avènement des agents IA, vous savez, ces interfaces qui ne se contentent plus de répondre et qui exécutent des tâches, démultiplient la demande pour les GPU. En théorie, avec des chiffres pareils et une guidance pareille et un communiqué de presse pareil, l'action aurait dû bondir de 10%. En pratique, l'action perd 1,7% sur l'annonce. Mais pourquoi ? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est la concurrence. Le marché commence à se dire que sur le segment de l'inférence, c'est-à-dire la phase d'utilisation des modèles IA par opposition à leur entraînement, Nvidia n'aura pas le monopole éternel. Et ça, c'est un sujet sérieux. Mais la deuxième raison est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus inquiétante. Cette semaine, plusieurs analystes ont enfin osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas depuis 18 mois. Selon certains, Nvidia investirait dans des entreprises qui, à leur tour, utilisent ces capitaux pour acheter les puces de Nvidia, créant ainsi un cercle vicieux qui gonfle le chiffre d'affaires, sans pour autant refléter une demande finale réelle. Traduction pour les humains, Nvidia file du fric à OpenAI, qui file du fric à CoreWeave, qui file du fric à Cohere, qui file du fric à Nvidia pour acheter des puces. Et on enregistre du chiffre d'affaires. Tout le monde est content, tout le monde aligne des milliards dans ses comptes trimestriels, sauf qu'il n'y a pas de véritable demande finale derrière. Ce sont juste les mêmes dollars qui tournent en rond dans un cercle de partenaires liés par des participations croisées. Si vous avez vécu le 99, ce schéma vous dit forcément quelque chose. À l'époque, ça s'appelait des Vendor Financing Arrangements. Lucent prêtait à ses clients pour qu'ils achètent du Lucent, Cisco prêtait à ses clients pour qu'ils achètent du Cisco, Nortel prêtait à ses clients pour qu'ils achètent du Nortel. Bref, tout le monde se passait du cash dans un grand cercle joyeux pour faire gonfler les ventes. Vous connaissez la fin de l'histoire. Lucent a perdu 99% de sa valeur, Nortel a fait faillite, Cisco s'en est sorti, mais a mis 20 ans à retrouver ses cours de l'an 2000. Alors, je le dis tout de suite, Nvidia n'est pas Lucent. Nvidia gagne vraiment de l'argent. Les puces sont vraiment vendues. Il y a une vraie demande pour l'IA. Mais quand le narratif commence à se craqueler à la marge, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon en profondeur. Et ça, le marché commence à le sentir. Le titre est resté coincé après les résultats, il a continué de baisser vendredi pour la première fois depuis longtemps. On sent que l'aura de Nvidia n'est plus tout à fait intacte. Jeudi matin, Walmart publie ses résultats trimestriels. Bilan mieux que prévu. Les ventes sur Internet explosent, les marges tiennent. Bref, normalement, tout le monde aurait dû se lever et applaudir. Sauf que Walmart commet une erreur stratégique majeure. Ils ont eu tort de dire la vérité. Doug McMillon, le CEO, a expliqué calmement que les consommateurs américains sont contraints par le retour de l'inflation, qu'ils achètent moins de produits non essentiels, qu'ils se rabattent sur des marques de premier prix, que la pression sur les ménages est en train clairement d'augmenter. Résultat, moins 7,27% en une séance. Le titre se prend une volée comme s'il avait annoncé une perte historique. Clairement, on est en train de flinguer le messager qui ne fait qu'expliquer que le problème est bien plus profond. Mais personne ne critique le marché, personne ne remet en cause le pétrole à 100 $ ou craint que les consommateurs arrêtent d'acheter des iPhones à 2000 $. Personne. On flingue juste le messager. Et c'est là que ça devient grinçant, parce que Walmart, c'est pas n'importe quelle boîte. Globalement, Walmart, c'est l'institut de sondage le plus fiable d'Amérique. Walmart, c'est le bourdonnement de l'économie réelle américaine.
Quand Walmart te dit que le consommateur souffre, c'est pas une opinion, c'est une mesure prise en temps réel sur des dizaines de millions de tickets de caisse chaque semaine. C'est plus précis que les statistiques officielles, plus rapide que les sondages, plus honnête que les prévisions des banques. Et que fait le marché? Il s'en prend directement à Walmart, moins 7%, comme pour dire « Doug, on veut pas entendre ça, on veut bien continuer de croire que tout va bien, alors la prochaine fois, tes observations sur l'inflation, tu te les gardes !» C'est exactement le même schéma qu'en 2007. Quand les premières alertes sur le marché immobilier subprime ont commencé à sortir, on a tiré sur les messagers. On a dit que c'était localisé. On a dit aussi qu'il n'y avait pas de quoi paniquer, que le marché immobilier ne pouvait pas vraiment baisser au niveau national. À l'époque, Hank Paulson, le secrétaire du Trésor, allait jusqu'à dire en mars 2007 que les problèmes étaient largement contenus. Vous connaissez la fin de l'histoire. Et là, en mai 2026, Walmart nous dit que le consommateur américain est sous pression à cause de l'inflation, le marché le sanctionne à coup de moins 7% et le Dow Jones bat un record le même jour. Cherchez la cohérence, mais cherchez pas plus parce que vous la trouverez pas. Voilà, maintenant on doit parler aussi de l'éléphant dans la pièce, le Dow Jones à 50 585 points, un nouveau record historique. Ça faisait 3 mois qu'on n'arrivait plus à battre des records sur le Dow et pourtant, cette semaine, on y parvient alors que le 30 ans américain a atteint son plus haut depuis la crise financière de 2007, la Fed parle de remonter les taux, Walmart hurle à l'inflation, Nvidia s'est fait griller pour soupçon de financement circulaire, la guerre avec l'Iran n'est pas terminée, le pétrole est encore à 97 $, et on appelle ça bon marché. L'activité dans le secteur privé européen s'est contractée pour le 31e mois consécutif au plus bas. L'activité dans le secteur privé britannique est tombée sous les 50. Le moral des consommateurs américains a atteint un plus bas historique au mois de mai. Et l'Iran négocie un péage permanent dans le détroit d'Ormuz. Comment est-ce possible? La réponse est simple et un peu décevante à la fois, parce que les marchés veulent tout simplement monter. C'est tout, c'est la seule explication. Les marchés ont décidé depuis 8 semaines qu'ils voulaient monter, et chaque jour, ils trouvent une nouvelle excuse pour le faire. Si la guerre s'aggrave, on dit que ce sera bientôt fini. Si la guerre s'apaise, on dit que c'est fini. Si Nvidia rate, on dit que c'est l'occasion d'acheter. Si Nvidia explose, on dit que c'est le début. Si Walmart pleure, on l'ignore. Si IBM décroche un contrat quantique, on hurle à la révolution technologique. On appelle ça un marché déconcertant d'aisance. C'est donc sa 8e semaine consécutive de hausse, 8 semaines pendant que le monde brûle, et c'est, pour utiliser une expression élégante de Wall Street, le melt-up, la fonte vers le haut. Le marché monte, parce qu'il ne peut pas s'arrêter de monter, parce que tous les acheteurs sont déjà acheteurs et qu'il n'y a plus de vendeurs. Vous savez ce que c'est? C'est exactement le profil d'un marché qui prépare une correction brutale. Pas la semaine prochaine, peut-être pas le mois prochain, mais à un moment donné, on va se prendre une correction brutale, c'est inévitable. Parce que dans l'histoire des marchés, ces phases d'euphorie aveugle, ces phases où plus rien ne semble pouvoir freiner la hausse, ces phases où chaque mauvaise nouvelle devient mystérieusement une bonne nouvelle, elles se terminent toujours mal. Absolument toujours. Et pourtant, je vous jure que ça me fait mal de dire ça. Je vous jure que j'en ai marre d'être négatif et d'exprimer mes doutes. Mais en même temps, regardez la réalité. Vous allez me dire que tout va bien et que l'avenir est tout rose. Faisons maintenant un rapide détour par la Suisse, parce que de notre côté, la semaine a été un peu plus contrastée. Le SMI a tout de même progressé, passant les 13 500, mais sous le vernis de l'indice, il s'est passé des trucs relativement intéressants. On l'a vu cette semaine, Sonova a explosé de 7,9% lundi dernier, pas mal pour un fabricant d'appareils auditifs dont le chiffre d'affaires recule de 0,2%, comme quoi dans un marché qui veut monter, même les boîtes qui stagnent peuvent prendre 8%. Lonza plus 4,2% mardi, Logitech plus 6,2% vendredi sur un record et un rebond technologique bien sûr, mais c'est surtout Julius Baer qui a fait l'actualité et pas pour des bonnes raisons. Moins 7% vendredi après des chiffres montrant un ralentissement de l'afflux d'argent frais à 3 milliards de francs suisses sur les 4 premiers mois contre 4,2 milliards un an plus tôt. C'est presque 30% de moins sur les nouveaux flux. Quand un gestionnaire de fortune voit ses entrées baisser, c'est que ses clients commencent à se poser des questions. Soit ils sortent leur cash pour acheter de l'or, soit ils le mettent ailleurs. Soit, plus probablement, ils ont moins de nouveaux cash à mettre, ce qui en dit long sur l'état de la richesse globale en ce moment. Et puis on a eu la première cotation de DSM Firmenich à la bourse suisse, une double cotation qui complète celle d'Amsterdam. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour la place financière helvétique, mais le titre a immédiatement perdu 1,7% le deuxième jour, parce que dans cette ambiance, même les bonnes nouvelles peuvent décevoir. Et UBS, notre grand argentier national, a relevé ses prévisions d'inflation pour la Suisse en 2026 à 0,6% contre 0,3% précédemment. Donc, même chez nous, où on a la BNS la plus orthodoxe du monde et un franc qui devrait théoriquement contenir l'inflation, l'inflation elle revient quand même.
À cause de quoi? À cause du pétrole, évidemment, à cause de la guerre qui dure, et la croissance suisse a été révisée à la baisse à 0,7% contre 0,9%. Voilà, petit à petit, la Suisse intègre dans ses prévisions ce que le marché américain refuse de voir. On en arrive donc au moment où il faut essayer de tirer les fils ensemble. Et le fil, cette semaine, le fil rouge, c'est celui de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est ce mécanisme psychologique par lequel le cerveau humain refuse de tenir simultanément deux informations contradictoires. Quand vous croyez à quelque chose et qu'une information vient contredire cette croyance, votre cerveau a deux options. Soit il modifie sa croyance pour intégrer la nouvelle information, c'est ce que les rationalistes voudraient qu'on fasse, soit il rejette la nouvelle information pour préserver la croyance. C'est ce que la plupart des humains font la plupart du temps. Le marché en 2026 est en pleine dissonance cognitive. Sa croyance est que l'IA va tout transformer, que les bénéfices vont continuer à croître éternellement, que les banques centrales finiront par capituler et baisser les taux et que tout va bien. Les informations contradictoires arrivent pourtant en cascade. Les taux montent à des niveaux jamais vus depuis 2007. La Fed parle de hausse, Walmart pleure, Nvidia est accusé de financement circulaire, la guerre s'éternise, l'Europe se contracte, la consommation américaine flanche et la grande distribution le reconnaît. Et que fait le marché? Il rejette les informations contradictoires et préserve sa croyance. Il fait monter le Dow Jones à un record, il achète le JTech, il fête IBM, il sell Spotify sur un deal de remix, dont franchement on se demande s'il rapportera un centime à terme. Ce qui se passe en ce moment ressemble très précisément à ce qui s'est passé entre janvier et mars 2000. À cette époque, les taux montaient, l'inflation pointait le bout de son nez, la Fed avait déjà commencé à serrer les boulons et les premiers signes de craquement apparaissaient dans les modèles économiques des dot-com. Mais le marché a continué de monter pendant 2 mois, avec euphorie et bonheur, avec record et interviews enthousiastes sur CNBC. Et puis en mars 2000, le marché a fini par regarder par la fenêtre et il a vu ce qu'il refusait de voir depuis quasiment 3 mois. Et ce qui a suivi, c'était 3 ans de bear market. Alors je dis pas qu'on est en mars 2000, je dis simplement qu'on est dans un environnement qui ressemble structurellement à mars 2000. La même euphorie technologique, la même hausse des taux ignorés, la même incapacité à voir les premiers signes de fragilité. Si je devais résumer cette semaine en une phrase, ce serait celle-là. Le marché a décidé d'avoir raison et il est prêt à tordre la réalité jusqu'à qu'elle confirme sa propre décision. Sur le plan technique, c'est intéressant, le Dow Jones a cassé son record de février, le S&P 500 est à 7470, le Nasdaq Composite n'est pas loin de ses sommets, les indices européens ont une semaine plus cahutée, mais le SMI a quand même fini en hausse. Bref, techniquement, le marché est en hausse. Mais en dessous, c'est moins beau. La participation est de plus en plus étroite, ce sont les méga capitalisations qui tirent les indices, Microsoft, Meta, Tesla, Apple, le reste suit mais avec moins de vigueur. Nvidia, autrefois locomotive, est désormais un boulet. Walmart, indicateur clé du sentiment des ménages, est sanctionné. Les valeurs cycliques montrent moins d'enthousiasme. C'est un marché à 2 vitesses. Les tech méga cap qui montent et le reste qui patine dans la semoule. Sur le plan fondamental, on a des problèmes massifs d'évaluation. Les ratios cours-bénéfices du S&P 500 ne sont plus défendables dans un environnement où le 10 ans est à 4,57 et le 30 ans est à 5,11. Et quand vous pouvez avoir du sans risque à 5% par an, pourquoi acceptez-vous les actions à des multiples de 25 fois les bénéfices avec une prime de risque négative? Ça n'a aucun sens, sauf si vous croyez que l'IA va doubler les bénéfices d'ici 18 mois. Et c'est exactement ce que les marchés croient à l'heure actuelle. Sur le plan psychologique, on est dans un cocktail explosif. D'un côté, la fatigue, 11 semaines de guerre, on en a marre, on veut que ça finisse, donc on achète l'idée que ça va se finir. Et de l'autre côté, le FOMO, le Fear of Missing Out. Tout le monde a peur de rater la prochaine étape de la hausse, donc tout le monde reste investi. Donc, plus personne ne vend, donc le marché monte, c'est mécanique. Et puis, il y a la composante Trump, notre président américain qui parle de tout le temps, dans n'importe quel ordre, et avec un rapport à la cohérence assez créatif, et en plus en parlant très fort. Cette semaine, il a tour à tour menacé l'Iran, négocié avec l'Iran, promis de détruire de l'uranium iranien, exigé qu'on lui livre cet uranium, dit qu'il n'était pas pressé, dit qu'il était sur le fil, et nommé Kevin Warsh à la tête de la Fed, pendant que cette même Fed parle de remonter les taux. Le bruit est tellement constant qu'il finit par devenir du silence. Les marchés ont arrêté d'écouter Trump, c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, ou peut-être pas, parce que ça veut dire qu'ils n'écoutent plus rien du tout. Ce qui m'inquiète moi le plus, c'est que le marché obligataire, le 30 ans, est à 5,18, c'est un signal, un gros signal. Ça veut dire que les obligataires anticipent une inflation persistante et qu'ils ne croient pas à un retour rapide à la normale. Or, le marché obligataire a presque toujours raison. À long terme, quand les actions et les obligations divergent, les actions optimistes, les obligations pessimistes, c'est généralement les obligations qui finissent par avoir raison. Pas tout de suite, mais à un moment donné. Et ce moment, en général,
ressemble furieusement à un précipice. Voilà, c'est ça la semaine du 19 mai au 22 mai 2026, une semaine où Wall Street a battu un record, où le pétrole a fait du yoga sur 15 $, où le Pakistan a négocié au Moyen-Orient, où l'Iran a voulu transformer Hormuz en péage, où Trump a continué de parler avec son débit habituel, où Nvidia s'est fait gentiment éroder, où Walmart s'est fait sanctionner pour avoir dit la vérité, où IBM est ressuscité grâce à la quantique, et où Kevin Warsh est devenu président de la Fed dans un climat absolument cauchemardesque. Et au-dessus de tout ça, le Dow Jones est au plus haut de tous les temps. C'est ça, Wall Street en mai 2026. L'orchestre est très très bon, mais la musique ne durera pas éternellement. Maintenant, on va donc passer aux performances de la semaine. Alors, si on regarde les performances sur la semaine, vous voyez que le pétrole a quand même baissé de 7%, ce qui est super génial. Le Bitcoin, moins 2,75%. Le Hang Seng qui patine toujours dans le kirsch. L'or qui perd 1%. Shanghai qui perd 0,54%. Puis après, pour le reste, eh bien, c'est que du vert. Vous regardez tout en bas, 5,81% de performance pour le Semiconductor Index. Encore une fois, le DAX reprend 4%, le Nikkei 3%, le CAC 2,16%, nous sur le SMI 2% sur le SMI, alors qu'on est dans un mode fin de cycle. Bref, le Nasdaq gagne quand même 0,85% et le S&P 500 est en hausse de 1%. Donc, vous le voyez, tout va super bien. Du côté suisse, là on tire un peu tout ce qu'on trouve pour essayer de faire monter les choses. Hein. Logitech qui repart, Givaudan qui repart, Sika, Alcon. Regardez les titres, d'habitude on se fout de ce genre de titres-là. Les gens se sont jetés dessus. On s'est dit bon, qu'est-ce qui pourrait encore faire monter les choses? Vous avez Novartis qui termine en hausse de 2,38%, l'UBS qui reprend 3%, Roche qui reprend 1,64%. Bref, tout va bien. Et même la Suisse qui est connue pour être défensive est placée comme jamais. Tout se passe super bien. On vit dans un monde de bisounours. On passe maintenant au graphique du jour et vous voyez donc le SMI. J'avais tracé ce mini couloir la semaine dernière. Et bien vous voyez qu'on est sorti, qu'on termine en dessus, donc tout va bien. Donc si on continue dans ce mood euphorique, on peut aller rechercher l'autre haut de notre range. On peut espérer les 14 000 puis les 14 200. Bref, c'est l'euphorie généralisée. Le S&P 500 est quasiment au plus haut de tous les temps. On a quasiment plus ou moins touché les plus hauts vendredi soir. Hein. On termine à 7485 sur le S&P 500. Mais là, tout a l'air d'indiquer qu'on va aller encore casser les plus hauts historiques. Encore une fois, est-ce que c'est la dernière? On n'en sait rien. Mais enfin, pour l'instant, tout va bien et ça continue de monter. Nasdaq 100, c'est pareil. Vous voyez, on est sorti dans ce canal haussier dans lequel on était, qui est quasiment vertical. Et là, on essaie de le réintégrer. On n'y arrive toujours pas pour l'instant, mais malgré tout, on est de nouveau quasiment proche d'aller péter les plus hauts historiques sur le Nasdaq. Et puis encore une fois, quand vous voyez la verticalité de ce genre de tendance, vous dites que ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment. Le SOX, on est en plein délire, ça continue, on est au plus haut de tous les temps, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a une petite accès de faiblesse là, et on est passé sur les 11 000, et boum, et on remonte, on a déjà repris 1200 points depuis les plus bas, et tout ça en 4 séances. Et pourtant, au milieu de tout ça, sur les 4 mêmes séances, eh bien, vous avez Nvidia qui ne fait que baisser, qui a quand même reperdu par rapport au plus haut depuis les 235 $. On est revenu à 215, quand même 20 $. C'est pas loin de 10% de baisse sur Nvidia sur la semaine, quasiment. Et pourtant, vous avez le SOX qui est quand même au plus haut de tous les temps, et on peut pas dire que Nvidia ne compte pas. Le DAX rebondit et va tenter de rechercher les 25 000 de nouveau. Donc là, vous voyez, on patiné la semaine dernière sur les bas autour des 23 700. On a tout remonté, on est en haut du canal. Mais attention, on est en haut du canal, du range, donc à 25 000, il va falloir passer à travers. Le CAC 40 a un peu plus de peine parce que le luxe traîne toujours la patte, mais on a tapé pile poil les 8000 encore une fois, la 1253e fois, et on repart de nouveau à la hausse. On termine la semaine à 8115. C'est un peu moins euphorisant. Vous voyez que si on va un peu pinailler sur les trends descendants qu'on a, on a cette espèce de résistance descendante qui passe par là, qui va quand même poser problème autour des 8250 sur le CAC. Il va falloir passer à travers si on veut espérer aller plus haut. L'or traîne toujours les pattes à 4500 et des poussières. On n'a absolument rien fait la semaine dernière. Et le pétrole est revenu plus ou moins sur les bas de son range. Vous voyez, là on est super content parce que comme je vous le disais dans les commentaires précédents, on est revenu sur les bas du range. C'est beaucoup moins cher que quand on était au plus haut de tous les temps, forcément. Mais quand même, hein, depuis grosso modo la fin du mois de février, on a repris 48% jusqu'ici. Hein. Donc cette partie-là, ce rebond qui a démarré ici, qui nous a amené jusque-là, ça, c'est 48% de hausse. Et ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui parce qu'on est revenu ici par rapport à là où on était il y a encore 2 semaines ou 3 semaines en arrière. Donc ce petit mouvement-là à la baisse, des 110 jusqu'à 96, compense largement cet énorme mouvement qu'on a fait à l'époque.
Voilà, maintenant il est l'heure de passer rapidement aux vedettes de la semaine. Tout d'abord, on a Richemont, parce que pendant que tout le secteur du luxe fait semblant de méditer en position fœtale dans une chambre d'hôtel à Dubaï, Richemont continue de vendre des bracelets à 40 000 balles comme si de rien n'était. C'est encore une année où Cartier imprime plus d'argent qu'une banque centrale en roue libre, le chiffre d'affaires grimpe de 5%, les profits résistent malgré l'or qui coûte un rein et les droits de douane qui poussent partout comme des mauvaises herbes. Pendant que LVMH tousse et que le secteur horloger suisse découvre soudainement que les Chinois savent aussi économiser, Richemont reste donc au-dessus de la mêlée, il faut quand même le signaler. La joaillerie continue de marcher sur l'eau avec des marges indécentes, alors que l'horlogerie tire un peu la langue. Mais honnêtement, quand Van Cleef vend des colliers à des prix qui ressemblent au PIB du Liechtenstein, on relativise vite les soucis des montres. Le plus impressionnant reste le cash flow, record sur 5 ans et distribution massive aux actionnaires avec hausse du dividende et bonus spécial. En gros, même quand le luxe ralentit, les ultra-riches continuent d'acheter des bijoux comme nous, des capsules Nespresso. Le marché adore évidemment cette histoire et valorise Richemont comme le premier de la classe qui rend sa copie avant tout le monde. Et pendant qu'Hermès reste dans une autre galaxie de valorisation, Richemont rappelle surtout qu'il existe encore des boîtes capables de traverser une tempête en smoking tout en restant absolument impeccable. On passe à Nestlé maintenant, parce que pendant des années, Nestlé nous a vendu l'idée que Perrier, Vittel ou Épar sortaient de la montagne comme une bénédiction divine, filtrée par les anges qui poussent sur les Alpes. Et là, d'un coup, on découvre que derrière la pureté des pubs avec les gouttes d'eau ralenties, il y avait quand même des traitements interdits, des histoires de microfiltration et maintenant des perquisitions. Mardi matin, les enquêteurs ont débarqué chez Perrier et Vittel, comme si Pablo Escobar s'était reconverti dans l'eau pétillante. Le problème, c'est qu'une eau minérale naturelle est censée être naturelle. Ouais, je sais, le concept est assez fou, mais quand même. Pas censé passer par un spa technologique avec UV, charbon actif et filtration chirurgicale digne d'un labo de la NASA. Nestlé avait déjà reconnu avoir utilisé des traitements interdits et essaye maintenant de naviguer dans une zone grise réglementaire avec des filtres à 0,45 microns pour continuer à écrire eau minérale naturelle sur les bouteilles. En gros, on filtre mais pas trop, on traite mais techniquement non, on modifie mais sans modifier. Le truc devient tellement absurde qu'on a désormais des préfets qui expliquent officiellement qu'il faut filtrer l'eau sans changer l'eau. Et pendant ce temps-là, le consommateur continue de payer 3 € sa bouteille parce qu'il croit boire une source vierge descendue directement du mont Olympe. Le pire dans cette histoire, c'est que ça résume parfaitement notre époque. Même l'eau minérale a besoin d'un service compliance, d'avocats et d'une cellule de gestion de crise. Et puis pour terminer ces actions de la semaine, je reviens 2 minutes sur Julius Baer. Donc chez Julius Baer, on vient de découvrir un truc assez fascinant. Quand tu renforces la conformité, que tu rajoutes des contrôles partout et que le Moyen-Orient recommence à ressembler à une saison de Netflix produite par Michael Bay, les clients deviennent soudainement moins enthousiastes à l'idée de déplacer leurs milliards. Résultat, la collecte d'argent frais qui carburait plutôt bien en début d'année a calé net au mois d'avril, un peu comme une Ferrari qui roule à 280 sur l'autoroute avant de tomber subitement sur une zone à 30 avec radar mobile et travaux. Alors oui, les actifs sous gestion montent quand même à 528 milliards grâce à la magie des marchés financiers qui montent plus vite que l'économie réelle ne respire et la rentabilité reste solide, voire étonnamment bonne, mais déjà en train de revenir gentiment sur terre. Parce que dans la banque privée, les marges exceptionnelles durent généralement aussi longtemps qu'un régime qui a été commencé le 2 janvier. Le vrai problème, c'est que Julius Baer a vendu aux investisseurs une histoire de croissance retrouvée, avec objectif de collecte à 4-5% d'ici 2028. Et là, on découvre qu'en rythme annualisé, on tourne plutôt autour des 1,7%. Autrement dit, on est plus proche du footing de reprise après la raclette que du marathon de Zurich. Du coup, les analystes sont divisés. Certains voient un trimestre exceptionnel, d'autres regardent surtout la collecte d'argent comme un cardiologue observe un électrocardiogramme qui commence à faire des trucs un peu bizarres. Et comme toujours à Wall Street et à Zurich, le marché avait déjà anticipé des résultats magnifiques avant même qu'ils arrivent. Donc maintenant, la vraie question n'est pas est-ce bon, mais est-ce suffisamment bon pour justifier l'euphorie d'avant? Et on l'a vu sur la correction de cette semaine, la réponse est pas sûr. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Swatch a annoncé qu'il avait observé une demande phénoménale pour sa collaboration avec la marque de prestige Audemars Piguet, reconnaissant des problèmes dans une vingtaine de ses boutiques lors du lancement de la montre Royal Pop. Et moi, j'aurais perso une Royal Oak de chez Audemars, je ferais la gueule de voir ce cirque autour de cette espèce de machin bricolé. AMS Osram a annoncé l'émission d'un emprunt de 700 millions d'euros à échéance 2032 et des changements dans sa facilité de crédit renouvelable de 600 millions. La société de placement Evis a soigné sa rentabilité sur les 3 premiers mois de l'année. Sur le marché élargi, la medtech bernoise Ipsomed, délestée depuis le mois d'août dernier sur l'unité Diabète Care, a limité en 2025-2026 le tassement de ses recettes.
L'essor des revenus des dispositifs d'auto-injection a presque compensé l'impact de ce changement de périmètre de consolidation et le bénéfice net a donc bondi et le dividende proposé est lui doublé. OFG a profité d'un solide afflux d'argent nouveau sur les 4 premiers mois de l'année. Le bénéfice net a atteint plus de 130 millions de francs suisses. Evis Victoria a annoncé une amélioration continue de ses marges à court et moyen terme. La société de participation spécialisée dans la santé et les hôtels de luxe espère notamment tirer profit de ses activités de soins intégrées. Allreal prévoit une croissance de son portefeuille de 400 millions de francs suisses dans les 5 prochaines années, selon les documents publiés à l'occasion de la journée des investisseurs. Et voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. C'est tout pour ce long week-end. Vous pouvez vous repasser la vidéo 2 fois en boucle, comme ça fera plus de vues. Moi, je vais vous laisser avec une image, une seule image. Imaginez un orchestre symphonique sur le pont d'un paquebot. Le paquebot a une voie d'eau dans la coque, mais personne ne le sait vraiment. Ou plutôt, certains le savent, mais on leur dit de se taire parce que c'est quand même mieux. L'orchestre joue magnifiquement bien, les passagers dansent, le DJ a remplacé les violons par un beat électro, bref, tout le monde est heureux. Quelques observateurs sur le pont supérieur regardent à l'horizon avec des jumelles et ils voient quelque chose. Mais bon, on les ignore totalement parce que la musique est quand même vachement bonne, parce que le champagne coule encore à flot, et parce que demain c'est dimanche et que lundi c'est encore congé et qu'on n'a pas vraiment envie d'y penser. Bienvenue à Wall Street en 2026. Et maintenant, voyons rapidement ce qu'on regarde la semaine prochaine. Côté macro, on aura le PCE américain, vendredi, indicateur d'inflation préféré de la Fed. Si ça décolle, le 10 ans repart à 4,70 et là, le décor va changer. On aura aussi la confiance du consommateur du Conference Board, mardi, et surtout les minutes complètes du discours d'investiture de Kevin Warsh à la Maison-Blanche. Le marché va scruter le moindre mot pour deviner si notre nouveau patron de la Fed est plus Trump compatible ou plutôt independence monétaire. Ce sera pile ou face. Côté entreprise, on attend les résultats de Salesforce, CrowdStrike, Dell et Hewlett-Packard, mais surtout, et c'est le vrai test qu'on attend de voir si Nvidia poursuit sa correction silencieuse ou si l'IA reprend la main pour effacer les doutes de cette semaine. Si le titre continue de baisser sans raison, ça pourrait être mauvais signe. Côté géopolitique, on a un Trump qui a promis 2 ou 3 jours, peut-être vendredi, samedi ou dimanche, pour la réponse iranienne. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut strictement rien dire. Ça veut dire qu'on aura droit à 10 trousses sociales par jour avec des humeurs changeantes, des menaces, des câlins, des ultimatums et du recul du Trump. Voilà, maintenant on va se demander 2 minutes, est-ce qu'il faut paniquer? Non. Est-ce qu'il faut tout vendre? Non, non plus. Ce que je vous dis, moi, depuis 35 ans, c'est qu'il faut juste garder les yeux ouverts. Les marchés montent encore, il faut en profiter. Mais sachez où sont les sorties de secours, comme dans les avions, devant, derrière. Repérez-les avant que la musique s'arrête, parce que quand la musique s'arrêtera, et elle s'arrêtera un jour, ça c'est certain, tout le monde voudra sortir en même temps, et c'est là que ça risque de faire très très mal. L'espoir, c'est ça. Ceux qui regardent par la fenêtre pendant que les autres dansent, ce sont eux qui ont les meilleures places le jour d'après. La finance, c'est moche, c'est cynique, c'est parfois injuste, mais ça récompense toujours ceux qui voient avant les autres. Profitez donc de votre samedi, profitez du dernier long week-end du mois de mai, plus ou moins d'ailleurs. Allez prendre l'air, mangez bien, buvez bien, faites des barbecues pour une fois il fera chaud. Et rappelez-vous que la finance, c'est pas la vie. La vie, elle continue à côté, indépendamment des records sur le Dow Jones. On se retrouve donc mardi pour la chronique matinale sur morningbull.ch et un nouveau Morning Bull Live. Et puis samedi prochain pour un nouveau Swiss Bliss. Bien sûr, profitez de votre week-end. À mardi. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.